Nous allons donc voir dès maintenant les bases de Python. Si vous avez déjà eu quelques notions de Python qui aillent jusqu'aux listes, aux tuples et au dictionnaire, voire aux sets, vous pouvez passer cette vidéo. On va voir quelques bases de Python qui sont importer des modules, de l'arithmétique, les fonctions, qui sont la base et qui vous aideront à faire votre découverte de la science des données. Les chaînes de caractères, vous ne verrez plus la lingerie féminine comme avant. Les exceptions qui vous permettront de gérer les problèmes, les listes, les tuples et les dictionnaires ainsi que les sets seront des structures qui vous aideront à gérer vos données. On fait bien de la science des données. Donc nous allons sur le site dont je vous avais parlé, qui s'appelle Collaboratory, collab.research.google.com. Vous créez un nouveau notebook. Cela va vous permettre de faire un Jupyter Notebook en ligne. Cela se passe de la même manière pour les Jupyter Notebook de Anaconda ou qui ne le soit pas. Je vous le montre en parallèle pour vous montrer que ça marche. Là, ces deux fenêtres vous permettent de lancer votre Jupyter Notebook. Ici, il vous suffit de faire un New Python 3 et hop, vous êtes sur un notebook Python 3. Je retourne à Collaboratory. On peut voir qu'on peut mettre des cellules de texte plutôt que du code. Par exemple, ici, si vous voulez écrire, on va voir les modules. Si vous faites les modules, que vous voulez simplement mettre du texte, ça ne va pas marcher. Il va y avoir rapidement une erreur. Si vous le mettez par contre dans cette cellule de texte, les modules, ça vous permet d'avoir de vous organiser. Vous verrez qu'il n'y a pas de problème. Donc là, je l'ai fait. Si vous mettez un hashtag, ça vous permet aussi d'écrire en plus gros, ça peut être utile. Ici, si vous mettez un hashtag dans du code, par contre, ça sera un commentaire. Cela ne sera pas lu par le compilateur qui est derrière Collaboratory. C'est exactement la même chose avec Jupyter Notebook, les modules. Donc là, je vais avoir une erreur de syntaxe. Par contre, ça a une petite différence. Si vous voulez mettre du texte, vous mettez en Markdown. Et là, vous verrez les modules. Pareil, si vous voulez le faire en plus gros, les modules avec un hashtag. Maintenant, je vais retourner vers mon Collaboratory. Je veux importer un module parce que c'est pratique de pouvoir écrire du code, comme par exemple les boucles for x in ma liste 1,2,3, deux points, j'imprime mon x. Mais il y a plein de codes que l'on peut déjà réutiliser. Et le moins on en fait, le mieux on peut dépenser son temps sur les choses plus essentielles. On peut par exemple importer des modules grâce au mot-clé import. On peut par exemple importer matplotlib qui vous permettra de faire de beaux graphiques. Grâce à import, maintenant je peux utiliser matplotlib. Je pourrais par exemple vous donner un exemple avec regex qui s'appelle RE. Je peux maintenant utiliser mon regex. Ne vous souciez pas de ce que j'écris. Regardez juste que ça marche. On verra ce que j'écris un peu plus tard. Mais hop, là, si je mets les bons arguments, les bonnes choses dans mon regex, hop. Ah, il y a une erreur. J'ai oublié de mettre un petit crochet. Mais bon, une fois cette erreur gérée, vous pouvez voir que j'ai importé regex et je l'ai utilisé ici. Je peux renommer certaines librairies, par exemple matplotlib, avec un alias as, comment je pourrais l'appeler, PLT par exemple, PLT ou MPLT par exemple. Il n'y a pas de souci. Je peux aussi accéder euh, sous euh, au sous-module d'un certain module. Matplotlib par exemple, pyplot. Et là, du coup, par exemple, je peux aussi le renommer comme PLT plutôt que MPLT. On peut accéder à
des sous-modules, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi en extraire que quelques-uns. Par exemple, from collections import, on va importer deux choses, les compteurs. Là, j'ai fait une erreur. Et ainsi que un type de dictionnaire, comme default dict. Hop, et maintenant, j'ai uniquement ces deux-là. Vous pouvez le voir ici. Dans une variable lookup, je vais faire un premier default dict. Et dans une variable myCounter, j'aurai mon compteur. Voilà, le compteur, vous verrez plus tard. Ici, vous avez quelques informations de ce que c'était, si vous voulez un peu plus de renseignements. Bien sûr, mon code a compilé. Et du coup, on peut les utiliser. Nous allons donc voir maintenant quelque chose d'un peu plus intéressant, en tout cas tout de suite, assez pragmatique. Ce sont les opérations arithmétiques. Donc, vous avez vu qu'on pouvait faire des additions, mais bien sûr, on peut faire aussi des soustractions, des divisions. 2 divisé, par exemple, commençons par 6 divisé par 3, ça vous rend 2, pardon. Je l'ai fait une erreur. Une division, c'est comme cela. 2.0, parce que si je mets 2 slash, j'aurai uniquement la division entière. Par exemple, si je fais 6 divisé par 4, je vais avoir 1. Si je fais 5 divisé par 4, j'aurai aussi 1. Si on veut avoir le reste de la division euclidienne, on peut faire 5 divisé par 4, et là, ça va nous donner 1 aussi. Si on fait par exemple 8 divisé par 4, j'aurai le reste et de 0. Mais par contre 9, pardon, je l'ai dit divisé, mais c'est modulo. 9 modulo 4, ça vous donnera 1. Donc on peut faire à peu près toutes les fonctions, toutes les opérations arithmétiques, comme la multiplication, 3 fois 2 avec cette petite étoile, cela nous donne 6. Nous allons donc maintenant voir les fonctions qui seront ici pour vous faciliter la vie. Les fonctions. Fonctions avec un N. Les fonctions vont vous faciliter la vie parce qu'elles vous permettent de prendre des choses et d'en renvoyer d'autres. Comment on les crée? On écrit d'abord def, puis le nom de la fonction. Ici, on va prendre l'exemple de doubler quelque chose, et ensuite une variable ou pas, ou plusieurs. Ensuite, on peut écrire, c'est une convention, mais ce que fait cette fonction. La fonction renvoie le double de x, avec ses petits commentaires. J'ai fait une erreur, il faut que j'écrive quelque chose quand même, c'est qu'elle retourne le double de cette fonction, et voilà. Donc elle ne fait rien tant qu'on ne l'appelle pas, mais maintenant appelons-la avec un certain argument, on peut mettre 2, 2 fois 2, 4. Une fonction peut aussi, les fonctions de Python, c'est les fonctions de première classe, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre d'autres fonctions à l'intérieur. Par exemple, si on veut créer une fonction appliquée 1, qui prend une variable f, qui est une fonction et qui applique 1 à la fonction f, et ben ça va nous permettre ensuite de lui passer en argument des fonctions. L'argument, c'est la variable. Ici, double. Cette variable est bien la fonction 1. J'ai fait une erreur. Ici, f s'appelle appliquer 1, auquel on va mettre la variable double, et qui, du coup, va qui va se voir appliquer 1. Pour que ce soit plus explicite, mettons ici un message qui nous dit on est dans double. Et ici la fonction appliquer 1, on est dans appliquer 1, on est dans appliquer 1. On peut voir que, pardon, il faut que je recompile la première fonction, que je recompile la deuxième fonction. Je fais appliquer 1. Donc, j'ai appelé appliquer 1 avec double à l'intérieur. On est donc rentré d'abord dans appliquer 1. On a affiché le message, on est dans appliquer 1.
on a renvoyé return f de 1. Mais en appelant f de 1, on a appelé ce qui était dans f, ici. Et qu'est-ce qui était dans f? Double. Donc on est allé dans double, on a fait afficher le message on est dans double, et ensuite on a renvoyé x fois 2. Du coup, dans f, entre parenthèses 1, on a maintenant x fois 2, qui est donc retourné ici. C'est pour ça que l'on a d'abord, on est dans appliqué 1, on est dans double, et on a ce 2 qui remonte. On peut aussi avoir des toutes petites fonctions qu'on appelle lambda. Par exemple, si on veut une petite fonction qui ajoute 4 à quoi qu'on lui envoie. Par exemple, on reprend appliquer 1 et on veut lui envoyer une fonction qui ajoute 4. Dans ce cas, il faut utiliser lambda, qui est un mot-clé pour dire petite fonction. X plus 4, et du coup, quelle que soit la variable x, on lui rajoutera forcément 4. Donc là, dans appliquer 1, on envoie la fonction x plus 4. Or, dans appliquer 1, on applique 1. Donc on aura forcément 5. Avec toujours ces messages, on est dans appliquer 1. On peut faire encore d'autres choses. On peut maintenant, par exemple, renommer on peut envoyer des messages, des strings dans votre fonction. On peut faire par exemple mon print, ce sera notre nouvelle fonction, et on va lui mettre une fonction message, une variable message par défaut, qui sera mon message par défaut, qui va simplement imprimer message. Si on fait mon print avec, là j'ai utilisé l'autocomplétion pour finir ma fonction, et dedans on lui met hello, et bien le message par défaut ne va pas être pris en compte et on aura plutôt hello, print hello. Par contre, si on ne lui met rien, on aura, et là j'ai fait une erreur, voilà, on aura mon message par défaut qui sera bien imprimé. Et peut-être utile aussi de donner des noms aux variables que l'on va utiliser. Par exemple, pour la fonction, on peut prendre l'exemple de la fonction soustraction. Dans soustraction, on aura a qui sera égal à 0, b qui sera égal par défaut à 0, et ensuite, hop, la fonction retournera bien sûr return a moins b. Pourquoi c'est utile? Parce que, par exemple, dans soustraction de 10 moins 5, eh bien ça va nous rendre a qui est égal à 10 moins b qui est égal à 5, ça nous renvoie 5. Mais si on veut être beaucoup plus explicite, enfin si on veut par exemple faire retirer 0 on veut retirer 5 à 0, là on aura moins 5. Par contre on peut encore faire plus 5 en spécifiant uniquement la deuxième variable qui sera ici b, on appelle b. On appelle soustraction en mettant b, en assignant uniquement b, et du coup là on aura a qui sera par défaut 0, moins 5, moins b qui est égal à 5, ce qui nous donne moins 5. Nous en avons fini avec les fonctions, vous verrez qu'on les utilisera énormément. Passons donc maintenant aux chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont appelées string en anglais, donc vous ne verrez plus jamais la lingerie féminine de la même manière. Et comment on les crée, vous l'avez déjà vu, avec des simples quotes, hello, world, ou avec des doubles quotes. Là, je remplace mes petites quotes par des doubles quotes. Par contre, on ne peut pas les mélanger, ça crée des petits problèmes. Hop. Et il faut bien sûr les finir. On peut bien sûr créer des variables avec auxquelles on assigne ces chaînes de caractères. A contiendra maintenant Hello World. On peut aussi assigner d'autres caractères spéciaux, mais on verra ça plus tard. Nous allons donc maintenant voir les exceptions qui vont vous permettre de gérer tous les problèmes. Par exemple, et si on divisait 0 par 0? Vous savez peut-être qu'en mathématiques, c'est impossible. On aura une erreur de division par 0. Par contre, je peux gérer cette erreur
en utilisant un try. Là, j'utilise ma tablation. Je reviens en arrière. Je lui dis attends-toi à ce qu'il y ait une erreur. Gère cette erreur en faisant ce que vous voulez. On peut mettre pass pour dire tu t'en fiches, ou print pour mettre un petit message, là ce qui est mieux. Attention, division par 0. Ce qui est quand même toujours mieux que laisser une erreur au milieu d'un programme qui vous le plantera. J'en profite ici pour vous dire que utilisez ce site Stack Overflow. Stack Overflow est un site qui vous permet de poser des questions ou qui est déjà d'abord une mine d'informations avant de poser des questions. Mais si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans la barre de recherche, par exemple division par 0, vous pouvez toujours, bien sûr, poser la question. Hop. Maintenant, nous allons voir les différentes structures très importantes. Hop. Je ne veux pas du code, je veux du texte. Et on va commencer avec les listes. C'est probablement l'une des structures les plus fondamentales. Par exemple, on peut stocker n'importe quoi avec, et vous savez qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On est des data scientists, on veut gérer des objets, les stocker. Là, par exemple, j'ai fait une liste d'entiers. On va l'appeler liste d'entiers plutôt que integer. 1, 2, 3. Sachez que les listes peuvent aussi avoir n'importe quoi à l'intérieur. On peut faire par exemple une liste hétérogène. Je ne mets pas d'accent uniquement pour des facilités de compilation. Vous verrez plus tard que ça peut poser des problèmes. Ici, je vais mettre donc string 0.1 et un booléen, par exemple true. On verra ce que sont les booléens plus tard, mais c'est principalement vrai ou faux. Et cela ne pose pas de problème du tout. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que on peut créer on peut atteindre les éléments de la liste avec un truc très simple. Par exemple, reprenons notre liste, on va plutôt prendre la liste hétérogène. On veut par exemple le premier élément. Qu'est-ce que je mettrais? Eh bien non, je ne mettrai pas 1. En fait, en informatique, on compte à partir de 0. À la place 0, j'aurai bien sûr string. À la place numéro 1, j'aurai 0.1. Et à la dernière place, j'aurai true. Enfin, à la place indexée à 2. En fait, ici, c'est un index. L'index 0, l'index 1, l'index 2. On peut aussi vouloir le dernier. Pour cela, il faut l'index moins 1. Ou l'avant-dernier, l'index moins 2. Je vais vous montrer un petit truc pour créer une liste de 10 assez facilement. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on verra plus tard. Je vais utiliser une petite technique. X for X in range 0,10 qui nous permettra d'avoir les entiers indexés de 0 à 10, ce qui nous en donnera 9 exactement. Puisque si vous comptez bien, si on prend de 0 et qu'on va jusqu'en 9, on a les 10 premiers entiers, 0 étant un entier. Là, vous allez voir, je vais avoir hop, les 10 premiers entiers. Je les stocke dans la liste, comment peut-on l'appeler? Appelons-la la liste entier 2. Hop. Maintenant, je reprends cette liste entière, je veux les 3 premiers. Comment faire cela? C'est assez simple, il faut mettre un 2 points et un 3 derrière. Et voilà, j'ai les 3 premiers entiers. J'aurais pu aussi mettre les... En fait, ici, c'est la place de l'index de départ et là, l'index de fin. Ici, ça serait exactement la même chose. Mais pour se faciliter la vie, autant n'en écrire qu'un. Pour avoir ceux qui suivent, il faut mettre l'index de départ. Et ici, du coup, comme il n'y a rien, on en imagine que c'est jusqu'au dernier. Voilà. On peut aussi avoir, par exemple, celui qui est à la place de l'index 1 jusqu'à la place de l'index 5. Ceux qui sont à la place de l'index 1 jusqu'à la place de l'index 5. 1, 2, 3, 4. On peut aussi les prendre à l'envers. Par exemple, si on veut ceux à partir de l'index de l'avant-avant-dernier. Dans ce cas-là, on écrit une liste index -3. Donc l'avant-avant-avant-dernier, ce sera 7, 8, 9.
On peut aussi faire une copie de la liste. Par exemple, si on veut faire liste entier 3, on peut prendre liste entier numéro 2, hop, et la copier. Dans liste entier 3, ce sera exactement pareil. Si on veut modifier la liste, cette liste-là, ou modifions plutôt, pour changer un petit peu, la liste hétérogène. On veut changer le premier élément, qui est string, l'élément à l'index 0, par autre chose. On veut mettre maintenant chaîne. Il suffit de donner l'index à la bonne place, d'atteindre le bon index. Et vous voyez, ici, on vient de changer string en chaîne. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut aussi ajouter des choses aux listes. Par exemple, on peut étendre liste hétérogène, on peut lui étendre une autre liste. La liste entière, par exemple, les 3 premiers entiers qu'on avait créés. Liste entière, hop. Et maintenant, vous verrez, la liste hétérogène à chaîne 0.1 true, mais aussi 1, 2, 3. On peut faire encore d'autres choses, comme par exemple, on peut aussi le faire d'une autre manière, pardon. À liste hétérogène, qui est désormais ceci, on peut faire plus liste entière. Mais attention, ici, lorsque je vais ajouter à liste hétérogène liste entière, ce sera uniquement pour l'impression. Pour que ce soit permanent, parce que regardez, pour le moment, si je reprends liste hétérogène et que je la réimprime, je l'affiche de nouveau, ce n'est pas celle que on vient pas d'ajouter liste entière à liste hétérogène, on l'a ajoutée uniquement pour la sortie, mais ce n'est pas un changement permanent. Pour que ce soit un changement permanent, il faut rajouter, comme on l'a fait ici, un signe égal. Et là, on aura un changement permanent. Liste hétérogène sera donc bien chaîne 0.1 true, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut encore faire une toute petite chose avec les listes. On y passe un peu de temps parce que c'est vraiment important. On peut obtenir par exemple la taille de la liste avec len. Là, la taille de cette liste désormais est de 9. Maintenant, il est assez utile de ce qu'on appelle dépacter les listes. Dépacter les listes dans différentes variables. Par exemple, si on veut avoir récupéré les 3 éléments de la liste, liste entière, dans 3 variables différentes, liste entière, on peut faire ceci. X, Y, Z, liste est égal à liste entière. Ça nous permet d'avoir dans X le premier entier, dans Y le deuxième entier, et dans Z le troisième entier. C'est important de le faire comme ceci, parce que si vous faites X, Y, Z est égal à liste entière, avec pas de virgule du coup au milieu, en fait, ce sera X, Y, Z qui sera une copie de votre liste entière. Comme vous pouvez le voir ici. Bien sûr, certaines variables peuvent ne pas nous intéresser. Par exemple, disons que l'entier à l'index 0 ne nous intéresse pas. Autant mettre un underscore qui est une manière de signifier que cela ne nous intéresse pas. Y et Z recevront toujours les 2 derniers entiers. Et cet underscore signifie qu'en fait on n'a pas besoin de ce premier entier. Nous en avons fini avec les listes. Voyons donc maintenant les tuples qui sont un tout petit peu plus difficiles. Mais pas beaucoup plus difficiles. Les tuples sont des listes. C'est comme les listes, mais on dirait qu'ils sont cousins, mais ils sont immuables. On ne peut pas modifier un tuple. Le tuple s'écrit de cette manière. Alors que la liste s'écrivait comme ceci, avec des crochets, le tuple s'écrit avec des parenthèses. Ah, là j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Mettons ce petit tuple dans la variable tuple, ou voilà, la variable non tuple, puisque tuple est un mot protégé, il est utilisé pour créer des tuples. Maintenant, si on veut faire comme avec les listes, ah, j'ai fait n'importe quoi. Si on veut faire comme avec les listes,
modifier l'élément à l'index 1 et on va lui dire qu'on veut mettre, allez, c'est un fou, un string. Eh bien non, ce n'est pas possible parce que les tuples ne peuvent pas être modifiés. Alors, ce qu'on aurait pu faire pour gérer cette erreur, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je vous laisse deviner. Eh bien oui, on aurait pu faire un try catch. Là, je vais tenter quelque chose. Donc, je mets un except et je ne mets rien. Est-ce que vous pensez que ça peut passer? Que ça peut être pris en compte? On va mettre quand même un petit message. Il y a une erreur. Et oui, on peut mettre un except vide, mais le problème c'est que du coup on gérera toutes les erreurs et ça ne nous donnera pas trop d'informations sur cette erreur en particulier. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Maintenant, ce que l'on peut faire par contre, les tuples sont assez pratiques pour faire des, retourner plusieurs valeurs à partir d'une fonction. Par exemple, si on fait une fonction somme et produit qui prend deux variables x et y et qui va retourner leur somme d'un côté, x plus y, leur produit de l'autre, on met bien une virgule du coup, x fois y. Et bien là, ce qui est assez pratique, c'est que on peut faire la somme, je mets dans la variable sp pour somme produit, somme et produit, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre 2 et 3 par exemple, 2 et 3, 2 et 3. Dans sp, désormais, j'aurai ce tuple. Ah. J'aurai ce tuple 2,3 et 6 parce que j'ai fait une erreur. En fait, ici, j'ai oublié de mettre le plus. Et voilà. Donc maintenant que j'ai recompilé ça, je refais cette variable, je recrée cette variable, et cette fois-ci, on a bien 5 et 6. Si l'on veut bien sûr avoir une variable en S, un résultat dans S et un résultat dans P, je fais S, P, somme et produit, exactement la même chose, et cette fois-ci, on aura dans S la somme, qui est égale 2 plus 3 égale 5, et dans P, le produit, qui est égal à 2 fois 3 égale 6. Maintenant, nous allons voir une nouvelle... ah oui, juste une chose... oui, ou non, non. Maintenant, nous allons voir les dictionnaires. Les dictionnaires, ce sont, à mon avis, mais en tout cas, c'était mon avis d'étudiant quand j'ai commencé à étudier Python, la structure la plus utile, mais aussi la moins facile de Python. Pourquoi la plus utile? Parce qu'elle vous permet d'associer à des clés certaines valeurs. C'est comme si vous aviez, dans un dictionnaire, vous pouvez avoir, c'est comme si vous aviez une boîte pour différentes boîtes. Sauf que pour chaque boîte, désormais, il y aurait un index très spécifique, que vous n'avez plus besoin d'utiliser 0, 1, 2, 3 comme on faisait avec les listes. Cette fois-ci, on utilisera l'index que vous voulez. Comment on crée un dictionnaire? Comme ceci, avec des accolades. Ça, c'est un dictionnaire vide, donc on l'appelait dict vide, qui est égal à ceci. On peut aussi faire un dictionnaire vide. On a un dictionnaire vide avec le mot-clé dict. Vous savez, je vous avais parlé des mots réservés. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a dict, list, tuple et quelques autres que l'on ne peut pas assigner. Et du coup, là, on a deux dictionnaires complètement vides. Dict vide sera exactement comme le premier. Voilà. Mais autant utiliser ce truc, la première ligne, c'est plus facile. Donc dans dict vide, qu'est-ce qu'on va faire dans les dictionnaires? Essayons maintenant de prendre les notes. Imaginons que vous êtes des étudiants et que vous êtes notés. Je sais, c'est horrible. Je n'aime pas ça non plus. Mais dans chacune des notes, dans ce dictionnaire, on va donc créer ces clés qui seront les index et les résultats. Voici comment on fait des clés et des résultats. On va dire que les notes sont sur 100, ça se fait dans certains pays, et les valeurs.
maintenant, si on veut accéder à la note de team, hop, on n'a plus qu'à mettre la clé qui est team et on a sa note. Et voilà, c'est une manière assez simple d'accéder aux choses aux valeurs de cet élément. On peut aussi bien sûr mettre cette note dans une variable, note de team par exemple, et on peut donc voilà les garder. Il faut faire attention, et si on a un try catch, désormais qu'on sait faire ça, si on va voir la note de Kate par exemple, note de Kate. Or, vous allez voir, on n'a pas de Kate dans nos notes. Cela va nous renvoyer une erreur. Donc je vais retirer le try, on va le faire après plutôt. La note de Kate n'étant pas là, j'ai une erreur de clé, une key error. Et donc j'ai un problème. Donc on peut faire un try avec son catch, qui est en Python s'appelle except key error. Print la personne n'existe pas. Ou plutôt, la clé n'existe pas, puisqu'il s'agit d'une clé. On peut faire encore quelques autres choses. Par exemple, on peut vérifier que la clé existe. Par exemple, Joel as grade, as not. Allez, Joel existe dans la base. Je sais, c'est une variable assez longue à écrire, mais voilà, le test que l'on va faire, c'est est-ce que Joël existe dans nos notes. Donc on va mettre dans notes, et vous allez voir ce que cela nous renvoie. Joël étant bien dans notre base, j'ai quelque chose qu'on appelle un booléen qui est soit true, soit false, qui est renvoyé. Par exemple, si on avait mis Kate, pour savoir si Kate existe dans la base, on pourrait écrire Kate existe dans notes, mais on peut laisser Joël. Joël existe dans notes. Ça marcherait de la même manière, mais là pour un souci de logique, appelons cette variable Kate. Et là on a false. Et bien sûr, ce que je viens de vous dire, Kate existe dans note devient Joel in note. Sauf que là, Joel in note, le test existe. Donc ici on va avoir un trou. C'est pour ça qu'il faut faire attention à bien noter ces variables, parce que là on a Kate existe dans note qui vaut true, alors qu'en fait on a testé Joel. Donc faites attention à la manière dont vous notez vos variables. On peut maintenant créer de nouvelles notes. Maintenant que l'on a bien embêté Kate, on peut essayer de l'intégrer. D'intégrer une clé Kate dans notes. Imaginons que l'on vient d'avoir une nouvelle élève qui s'appelle Kate et qu'en fait elle est super forte. Elle a 100. Et bien note sera désormais mise à jour. Kate vient d'être intégrée. On peut aussi voir que note, de la même manière que les listes, note on peut connaître la taille de note grâce au mot-clé len. Et on peut aussi faire comme pour les tableaux des dictionnaires de dictionnaires. Par exemple, imaginons que l'on veut faire la liste de tous mes tweets. N'étant pas sur Twitter, c'est intéressant. Mais imaginons que l'on veut faire cette liste d'utilisateurs. Voilà,
on est en France, on parle français. Comme disait Sébastien Chabal, et moi je parle, j'écris mal. Zateur, voilà, Antoine, hop, copain. Alors, j'ai écrit mon message, c'était la science des données, c'est super. On peut mettre donc cette liste des listes à partir d'ici. Les hashtags que j'ai utilisés, c'était deux points crochet slash hashtag data. Yeah. Ou autre chose, science. Voilà, vous pouvez voir ici que j'ai oublié de mettre une virgule. Donc là, pardon, c'est une liste avec un tableau à l'intérieur, mais on peut aussi faire une liste avec un dictionnaire à l'intérieur. À vous de voir, ce qui est le plus intéressant. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est obtenir les clés. Quelles sont les clés qui existent dans Tweet, par exemple? Et là, on aura un dictionnaire de clés, qui n'est autre qu'une liste. On peut aussi avoir les valeurs. On peut aussi avoir la liste des clés des valeurs avec item. Et voilà. Et on peut faire de la même manière les tests pour savoir si un utilisateur est dans ces trois variables que l'on vient de montrer. Voilà. J'aimerais vous montrer une toute dernière chose, mais on l'utilisera une autre fois, qui s'appelle les default dicts, mais c'est un peu trop avancé. Par contre, ce que l'on va voir maintenant, ce sont les sets. Les sets, c'est assez important. Oui, les sets. Hop. Les sets, c'est une autre structure de données qui représente une collection d'éléments distincts. Par exemple, pour le créer, il suffit de faire ça. S égale 7. S.add 1, dans S, désormais, j'aurai 1, bien sûr. Mais si je fais S.add de 2, dans S, j'aurai A. Là, je l'ai fait n'importe quoi. Je l'ai mis, voilà, S.add de 2. Désormais, dans S, j'aurai 1 et 2. Mais si par contre, je fais S.add de 2, une deuxième fois, dans S, j'aurai toujours 1 et 2. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des éléments distincts. On utilisera les sets pour deux principales raisons. D'abord parce que c'est assez rapide à utiliser, qu'on a plusieurs dizaines d'items, et parce que ça permet d'avoir de trouver les éléments distincts d'une liste. Par exemple, si on a 1, 2, 3, 1, 2, et qu'on veut uniquement les éléments distincts, on n'a qu'à faire un set de tout cela, et on aura, voilà, les éléments distincts. Donc on arrive à la fin de ce premier cours. Voilà, j'espère que pour l'instant il vous intéresse. Vous verrez que ce sera encore plus intéressant par la suite quand on plongera vraiment dans la science des données. Les dernières choses que je voulais vous montrer, qui sont pas des moindres, c'est les if, les conditions. Par exemple, les conditions vous permettent de contrôler le flow dans votre programme. Si 1 est supérieur à 2, par exemple, ici, on peut imprimer « Le monde a bien changé ». Comme 1 supérieur à 2 est faux,
on ne rentrera jamais dans ce programme. Mais on peut voir aussi qu'on peut faire on ne rentrera jamais dans cette impression. On peut aussi faire un else qui vous permet de faire, de dire de gérer le cas contraire. Le monde est normal. Et là, vous pouvez voir que ça vous permet de gérer différents scénarios. Ça vous permet donc de faire des tests. Par exemple, on peut faire un test de parité. Parité est égal à pair. Si x modulo 2 est égal à 0, et sinon impair. Voilà. Ça vous permet de faire un test par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour gérer les conditions? Par exemple, x égale 0. On va faire une boucle tant que x vaut moins de 10, while x est inférieur à 10, hop. On va imprimer x, on va afficher x, et on va à chaque fois rajouter 1. Et là, vous allez voir qu'on va afficher x qui va jusqu'à 9, et dès que x égale 10, on va arrêter la boucle. Maintenant, c'est ce que je vais essayer de vous faire toucher du doigt depuis le début. On va voir la toute dernière chose de ce cours. Hop, qui est les booléens. Les booléens, c'est true et c'est false. Par exemple, 1 est inférieur à 2. C'est le nom de ma variable, un peu longue, c'est vrai. 1 inférieur à 2, c'est un petit test. Et bien dans 1 inférieur à 2, il y aura le résultat de ce test, qui est vrai. Python utilise non, le mot non, pour indiquer le fait qu'il y a une valeur qui n'existe pas. C'est comme null dans d'autres langages, mais par exemple, ce qu'on peut faire, c'est par exemple si oui, on peut mettre x dans non et c'est pour montrer que la variable n'existe pas. Vous verrez ça plus tard dans des structures un peu plus compliquées. Donc, nous avons vu comment importer des modules, comment faire un peu d'arithmétique, les fonctions, les chaînes de caractères, les exceptions, les listes, les tuples, les dictionnaires, les sets, et un petit bonus qui était bien sûr ces tests, à la fois pour gérer les if, les else et les booléens. J'espère que vous avez compris. Vous avez maintenant toute la base pour faire de la science des données. En 1 heure, je trouve que c'est vraiment pas mal. Nous allons attaquer le deuxième cours qui va être un peu plus intéressant et un tout petit peu plus difficile si vous commencez Python. Du coup, n'hésitez pas à un peu chercher, réessayer ou revoir cette vidéo pour faire quelques tests avec Python pour vous mettre bien en main. Mais le plus intéressant, c'est la suite. A tout de suite.